Vous écoutez Remarquable. L'histoire et l'art. en balade. Remarquable. Salut, c'est Corinne. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Remarquable consacrée aux maisons d'illustres. J'adore mettre mes pas dans ceux de mes personnages préférés. Les lieux façonnent les êtres et font partie de leur histoire. En entrant chez eux, on s'imprègne des ambiances, on se prend à imaginer leur présence et on se sent proche d'eux. Pendant plusieurs semaines, je t'emmène chez Monsieur Rodin, le sculpteur, Monsieur Caillebotte, le peintre, et Monsieur Zola, l'écrivain. 3 immenses artistes du 19e siècle. Avec mes invités, on parcourt leur domaine, on évoque leur personnalité, leur œuvre et leur vie si passionnante. Alors ne rate pas le prochain départ et abonne-toi à Remarquable. Si tu souhaites nous soutenir, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute me donneront la banane. Allez, viens, je t'emmène ? Émile Zola arrive à Médan à l'âge de 38 ans. Sa cabane à lapins au milieu des champs, comme il l'appelle, va connaître au fil des ans et des succès littéraires plusieurs agrandissements pour devenir une maison cossue. Le domaine passe de 1 à 4 hectares en 4 ans. Zola voulait être isolé, sans voisins. Il achète aussi un petit bout d'une île, l'île de Platay, sur laquelle il fait installer le Paradou, un chalet récupéré de l'exposition universelle. On y va avec un canot pour des parties champêtres. Médan est un lieu de convivialité. Les Zola reçoivent beaucoup d'amis. Un lieu de détente et de loisirs, un lieu de travail aussi. Chaque mois de mai, l'écrivain rejoint son havre de paix pour une période de 8 mois environ. Pour venir ici, il prend le train à la gare Saint-Lazare et descend à Villennes-sur-Seine, comme nous le faisons encore aujourd'hui. Puis il parcourt les 2 kilomètres restants dans une carriole tirée par le cheval Bonhomme. Bonjour Martine. Bonjour. Merci de m'accueillir dans la maison de votre arrière-grand-père. Oui, merci. Donc là, on est juste devant la maison. Oui, alors nous sommes devant la cabane à lapins. Cette maison que Zola a pu acheter grâce aux droits d'auteur de l'Assommoir. Donc on remonte le temps, nous sommes en 1878. Ensuite, grâce à ces droits d'auteur de Nana, il fait construire cette tour rectangulaire que vous voyez à gauche. Alors je dis toujours, c'est un 3 pièces. Au rez-de-chaussée, la salle à manger avec la cuisine. Au premier étage, la chambre, la salle de bain. Et au deuxième étage, un grand cabinet de travail qui donne sur la vallée de la Seine. Ensuite, grâce aux droits d'auteur de Germinal, il fait construire cette tour. Au rez-de-chaussée, un grand salon, salle de billard. Et au premier étage, une grande lingerie également. Et ensuite, grâce aux droits d'auteur de Paubouille, il fait construire ce petit pavillon que vous voyez, qu'il appellera Charpentier, le pavillon Charpentier, du nom de son éditeur. Parce que non seulement cette maison est un lieu de création littéraire, mais c'est aussi un lieu de convivialité. On aime recevoir les amis. Alors, on peut les recevoir la nuit, on peut passer des après-midi à prendre le thé dans la salle de billard et aussi il faut les nourrir. Alors, grâce aux droits d'auteur également de Paubouille, il fait construire au fond de sa propriété une ferme. Une ferme avec une étable, une écurie, il y a un pavillon pour les jardiniers, il y a même une basse-cour également. Et il fait édifier aussi une serre dans laquelle il rangera toutes ses plantes et ses fleurs. Et à côté, il y a un palmarium dans lequel on range les orangers durant l'hiver. Alors, il accroît son terrain en achetant des parcelles et on passe à peu près de 900 mètres carrés au départ de jardin à 4 hectares.
Alors, autour de la maison, ça compose à peu près 1 hectare. Et de la ligne de chemin de fer, entre la ligne de chemin de fer et la Seine, Zola achète du terrain pour garder la vue de son cabinet de travail. Et sur l'île du Platet, de l'autre côté, il achète une partie de l'île sur laquelle il fait construire un petit pavillon, on dira style normand, d'autres disent style norvégien. Et c'est là où on aimera l'après-midi, venir passer l'après-midi. Alors, on atteint l'île du Platet avec une barque qu'on appellera Nana, que Maupassant à portée de Beson à coups de rame d'ailleurs. Donc dans cette maison donc, est un lieu de solitude aussi, un lieu de, je dirais, un havre de paix, car Zola y arrive mois de mai jusqu'à à peu près le mois de décembre. Ici, il compose ses œuvres. Puisqu'il a ramassé toute sa documentation, tous ses dossiers préparatoires à Paris. Et c'est ici qu'il rédige. Donc, il travaille tous les matins pendant 4 heures. Et l'après-midi, il se livre à des activités ludiques comme la photographie, la bicyclette, en fait, avec les amis. C'est un lieu propice à la création et aussi à l'amitié. Le pavillon Charpentier, c'est le pavillon des invités, c'est ça? Oui, c'est le pavillon des invités, tout à fait. Qui recevait-il? Alors, il recevait. Alors, il y avait Cézanne. Oui. L'ami peintre Cézanne, il passait des mois l'été. Il passait des mois l'été. Alors, il y avait également les cousins de Madame Zola, les Laborde. Amélie Laborde avec ses enfants Elina et Albert, qui passaient beaucoup de temps. Il y avait aussi Alfred Bruno, le musicien, qui avait mis en musique certaines de ses œuvres comme Le Rêve ou L'attaque du Moulin. Et il y avait aussi les amis littéraires. Alors il y avait Maupassant, il y a eu Huysmans, Hénique, Alexis et Séard qui ont composé chacun une nouvelle sur la guerre de 1870 qu'ils ont appelée Les Soirées de Médan. Alors ce titre peut porter à confusion, on pensait que c'est la narration des Soirées de Médan, mais pas du tout. Ils ont utilisé ce terme, enfin ce titre, pour remercier Madame Zola de les avoir reçus comme des enfants gâtés, voyez-vous. Donc c'était un titre, donc il y a eu beaucoup. Alors il y a eu aussi Daudet qui est venu aussi avec sa femme Julia. Alphonse. Oui, il y a eu avec sa femme Julia, il y avait aussi les Goncourt qui sont venus ici et puis qui critiquaient le mobilier de Zola en disant qu'il avait une biblioterie infecte. Mais ça, c'était la langue de vipère des Goncourt. Voilà, donc il y avait tous ses amis. Pissarro est venu. Jules Vallès est venu aussi. Ici, c'était vraiment un lieu de rencontre amicale car Zola était très généreux. Il faisait profiter aux amis tout son décor, toute cette maison, ce jardin. En fait, c'est l'aspect généreux de Zola, hospitalier. Voilà, on aimait recevoir, mais les amis, il n'y avait pas de mondanité. Ici, on ne recevait pas les politiques, c'était vraiment, je dirais, entre copains. Vous voyez, c'était les artistes, c'était des écrivains. Il n'y avait pas du tout d'hommes politiques. D'ailleurs, Zola n'aimait pas les hommes politiques, d'ailleurs. C'était une maison de campagne, en fait, et les amis venaient passer un moment. On pourrait dire maintenant presque une résidence secondaire. Oui, Alors, il était propriétaire ici, et à Paris, il était locataire, en fait. Oui, mais il ouvrait sa maison. C'était vraiment un lieu d'hospitalité. Oui. Dans toute sa correspondance, venez, la maison vous est ouverte. En fait, les charpentiers venaient. Les charpentiers venaient aussi. Là. C'est vraiment, la maison était ouverte à tous les amis. Alors, il recevait les journalistes. Alors, les journalistes venaient de la gare de Vilaine. Ils les recevaient dans un petit salon au rez-de-chaussée, mais ils recevaient les journalistes. Voilà, donc c'était une maison hospitalière, parce que Zola était très généreux, il faisait profiter toute sa famille. Donc là, il y avait toujours plein de monde.
hein. Voilà, donc il était entouré de beaucoup de domestiques. Il y avait 7 domestiques. Hein. Il était créateur d'emplois, hein, voyez-vous. Oui, oui. D'accord. Alors il y avait un jardinier. Alors il était très fier parce que son jardinier s'appelait Le Nôtre. Alors, il était très fier. Et d'ailleurs, subsiste une allée des Tilleuls qui a été plantée du temps de Zola, et puis un magnifique cèdre qui a grandi depuis. Sinon, là, on respecte les pelouses. On essaye de conserver un petit peu les allées. En fait, c'est tout cet environnement dans lequel Zola se plaisait à recevoir ses amis. En fait, c'était un lieu... On était à la campagne. Oui. C'était la campagne, d'ailleurs, ça l'est toujours. Hein, c'est préservé. Hein, lui, il est venu ici pour fuir les mondanités parisiennes, pour s'isoler et surtout être dans la nature. Zola aimait beaucoup la nature, a toujours valorisé la nature. Pour lui, c'était son énergie vitale. Mais il avait quel âge quand il a acheté ici ? 38 ans. 38 ans, d'accord. Ok. Oui, mais il était jeune. Il venait juste d'écrire l'Assommoir et il a rencontré la gloire et l'argent parce que il travaillait beaucoup. Zola travaillait énormément. Et il gagnait beaucoup d'argent et puis il faisait profiter les autres. C'est ça qui est magnifique, ce goût du partage. Très généreux. Ah mais oui, c'est ça, le côté généreux en fait. Donc la maison était ouverte à tout le monde et puis tout le monde. Je dirais, pas vivait à ses crochets, mais vous voyez, en fait... Mais alors, ça veut dire qu'ils venaient comme ça, les gens Il s'appelait d'abord... oui, alors il préférait. On voit dans sa correspondance, venez à telle heure, on viendra vous chercher, parce qu'il y a une charrette qui venait chercher les Oui, il y avait la gare Saint-Lazare, il prenait le train depuis la gare Saint-Lazare. Oui, la gare Saint-Lazare. Alors, à un moment... La gare c'était la gare de Triel qui est maintenant Verneuil-Vernouillet et après il y a eu l'arrêt à Vilaine en 1880 et il y avait une charrette qui allait chercher les amis. La charrette était tirée par un cheval bonhomme, donc on allait chercher les amis ou alors on allait de la gare de Triel qui était à l'époque, Triel à l'époque qui est maintenant Verneuil-Vernouillet et on disait vous longez, il valait mieux prévenir pour être reçu parce que sinon ils étaient coincés pour venir jusqu'ici. Non mais c'était pas l'époque de venir à l'improviste. Ah oui, d'accord. Non, mais on était quand même dans un milieu. Puis Zola voulait. Puis Madame Zola, qui était la maîtresse de maison, voulait sans doute gérer ses repas. On n'ouvrait pas une boîte de conserve, voyez, ou manger un paquet de chips. C'était pas là. Madame Zola faisait des bons plats, donc il fallait prévenir pour qu'on les reçoive bien. D'accord. Mais naturellement, puis il fallait aussi, il disait toujours, il fallait que les chambres soient libres. Par exemple, c'était presque, vous savez, c'était presque le B&B, quoi. Il y a 4 chambres, mais les 4 chambres, elles étaient vite pleines. Ouais. Quand il y avait la famille Laborde, ils étaient composés de 3. Amélie Laborde avec ses 2 enfants, ils occupaient déjà 2 chambres, vous voyez. Alors s'il y avait Cézanne, c'était une 3e chambre. Vous voyez, donc il disait toujours... Oui, il fallait qu'il y ait de la place, donc il fallait prévenir. Oui. Et puis, généralement, on couchait ici, parce que l'argent venait déjeuner. Alors, il venait déjeuner, le dîner, après, il fallait rentrer. C'était une organisation, mais qui était organisée parce que Madame Zola, puis elle avait sa notoriété, Madame Zola, vous savez. Sa personnalité aussi. Elle avait sa personnalité, parce que comme ils ont tous les deux mangé de la vache enragée quand ils étaient jeunes, cette maison, c'est une revanche sur leur misère. Donc, il fallait bien recevoir. Et puis, elle était fière, Madame Zola. Elle était fière, Madame Zola. Zola, lui, c'était plutôt... je dirais même que c'est surtout... Cette maison, c'est surtout... l'œuvre de Madame Zola, c'est naturellement grâce au travail de Zola et l'argent gagné par le travail de Zola, naturellement. Madame Zola ne travaillait pas. Mais elle suivait les travaux, elle organisait le travail des domestiques, elle payait les domestiques tous les samedis dans la cuisine. Enfin, il y avait la vraie maîtresse de maison qui suivait et tout. Mais elle avait ce goût... qui était différent de Zola, qui était plus, lui, le créateur, vous voyez, intellectuel, en fait, de l'œuvre, l'artiste. Tandis que Madame Zola voyait plutôt le côté un peu matériel, peut-être, vous voyez, sa revanche. Zola aussi, quand ils ont parcouru tous les brocanteurs pour remplir cette maison. Ça les amusait, c'était une revanche. Mais contrairement au Goncourt, qui aimait les objets de luxe, eux, ils s'en fichaient des objets de luxe.
hein. On va aller le voir à l'intérieur après. Voilà, peut-être. donc lui, Ouais. ce qui l'amusait, c'était d'acheter des objets de tous les pays. En fait, Les brocantes. oui, puis le côté universel, le côté ouverture, le Mm. côté généreux, en fait, hein. Enfin, si on était du temps de Zola, on verrait la même chose aujourd'hui par rapport au jardin. Alors la ferme, je sais qu'elle est en réhabilitation. Oui, mais euh, vous allez voir sur la maquette. Oui, la ferme, on a un projet de réhabilitation, mais le corps de la ferme à l'extérieur n'a pas changé, hein. Bon, la serre n'existe plus parce qu'elle a été d'une grande fragilité. C'est du verre, donc c'est. Mais le jardin, par exemple. Alors le jardin, vous savez, la végétation est envahissante. Hein, on remarque le terrain entre la ligne de chemin de fer et la Seine où il n'y avait pas un arbre, si vous voulez, du temps de Zola. Mais on le voit bien maintenant, d'après des photos d'époque, partout. La végétation est de plus en plus envahissante et la gestion aussi est de plus difficile parce que, vous savez, bon, les élagages, ça devient une fortune d'élaguer. Bon, pourquoi une fortune d'élaguer? C'est parce qu'il y a l'assurance pour les élagages. Élaguer un arbre, maintenant, ça coûte. Bien sûr. C'est pas uniquement dans la propriété de Zola. Regardez ici, c'est la même chose. On est dépassé par l'invasion de la nature parce que gérer tout cela, ça devient un coût. Donc le jardin, on a toujours l'hectare. Donc devant, les pelouses sont préservées parce que nous sommes classés, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc le jardin est protégé, hein, c'est un parc boisé protégé. Hein. Donc tout cela, on est suivi par les bâtiments de France, on est contrôlé par les bâtiments de France. On cherche à préserver tout cela, en fait. Le petit bois aussi, mais bon, là aussi, c'est des questions de coûts d'entretien qui sont parfois onéreux. Hein. Et l'île, elle existe encore? Alors l'île existe toujours, mais alors Madame Zola avait vendu ce terrain et le pavillon a été détruit en 1933. D'accord. Parce que le terrain avait été vendu et alors après une station balnéaire, si je puis dire, a été construite dans les années 30 où il y avait une piscine. En fait, non, ça a été détruit. Ça a été détruit. Oui, oui, ça a été détruit comme la serre. Ce sont les deux seuls éléments que Zola possédait qui ont disparu en fait. Hein. Mais le reste. Alors, la maison a été restaurée. Nous avons été fermés pendant 10 ans, de 2011 à 2021. Alors, d'abord, pour le clos et le couvert, comme on dit. Hein. Alors, il y a eu des gros travaux de grosses œuvres. Les raballements, les menuiseries, les peintures, les toitures, le chauffage, l'électricité, enfin bon, tout et tout, si vous voulez. Puis alors après, ce qu'on a voulu faire selon le concept des maisons d'écrivains, c'est reconstituer le cadre originel dans lequel Zola a vécu pour retrouver son cadre. Et quand on entre dans une maison d'écrivain, on entre dans l'intimité du personnage. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est une invitation à un voyage. Vous voyez, un voyage dans un autre temps. Donc on dit toujours, on va être transporté, on va être en 1880. On est transporté en 1880, voilà. Donc on vit dans l'imaginaire. On a l'impression que Madame Zola ou Zola vont nous frôler, en fait. Alors non seulement nous sommes dans la maison d'Émile Zola, mais aussi dans une maison du 19e siècle. Comment on vivait au 19e siècle. Donc ça, c'est un petit peu notre action pédagogique vis-à-vis des jeunes, là. Il y a 2 jours, j'avais des classes de 4e, des casseroles de cuivre. Ils n'ont jamais vu des casseroles de cuivre. Vous voyez comment on vivait. Et donc, voilà, comment on vivait. Donc ça, c'est vraiment précieux. Hein. Oui, c'est précieux. Puis en plus, on rêve. Oui, c'est une invitation au rêve. Parce que bon, la vie actuelle, parfois pas très marrante, hein, la vie actuelle, hein, bon, comme toutes les vies. Et là, c'est une invitation au rêve. On rêve. Et voilà. Donc on dit toujours, c'est un voyage dans le temps. Donc là, nous allons rentrer chez Émile et Alexandrine. Et on fait un voyage donc dans le temps. Oui, un voyage dans le temps, voilà. On est transporté en 1878. Rêvons sur les pas de Zola. Allons-y. Je vous en prie. Merci. Alors,
Alors voilà, alors là, dans le petit salon de la cabane à lapin où Zola recevait les journalistes. Alors, D'accord. on a pu, grâce aux photographies d'époque, reconstituer le cadre d'origine. Donc ça, pour nous, ça a été une source de documents intéressante. Alors, bon, on a remeublé. Et ce qui était très important aussi, c'est que la maison a gardé son décor avec des plafonds. Alors, vous voyez, ici, dans ce petit salon, c'est un plafond avec des caissons en bois. Donc ça, c'est d'origine. Les carrelages aussi, cette mosaïque est d'origine. Les lambris en bois. Et nous, on a retrouvé les couleurs d'origine en grattant. Ah oui. Donc, on a conservé cet écrin qui a été restauré, qui a été nettoyé et tout. Alors, cette enveloppe a été préservée. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Oui. L'assistance publique a vécu ici avec les enfants pendant 60 ans. Et en fait, même de 1905 à pratiquement 1998, quand on a signé le bail emphytéotique avec l'assistance publique. Mais cet écrin a été... c'est important. Donc, et là, on voit comment, au 19e siècle, vous voyez, on avait des caissons de plafond. Voilà. Et alors, la maquette qui présente le cadre de Zola à l'époque. Oui, c'est très similaire. Et là, le petit bâtiment dans le prolongement qui permettait d'abriter du matériel de jardin. L'assistance publique l'a détruit au profit de ce grand bâtiment qu'ils ont appelé le Lazarette, dans lequel nous, on a installé le musée Dreyfus. Voilà. Donc sinon, voilà. Et alors nous, dans le cadre de la restauration, on a reconstitué le toit terrasse sur la tour germinale, car dans les années 1930, quelque chose comme ça, l'assistance publique avait construit un toit un chapeau chinois, vous savez. D'accord. Parce qu'il y avait des infiltrations. Voilà. Ah oui. Et nous, on a reconstitué cette toiture comme à l'ancienne, parce que Zola a vécu beaucoup dans le Midi, il aimait beaucoup les terrasses, mais en Île-de-France, à l'époque, dans les années 1950, il pleuvait beaucoup et il y a eu des infiltrations. Donc nous, on a reconstitué la toiture terrasse. Voilà, donc c'est un travail phénoménal, cette restauration. Oui, phénoménal. Hein. Ah oui. Phénoménal, ça a duré 5 ans. Et ça, c'est grâce à la générosité de Pierre Berger, qui a été notre principal mécène, et notons aussi tous les partenaires publics, l'État, le département, la région, en fait, qui ont participé à la restauration de ce lieu historique. Alors là, tout ça, ça compose... Il nous reste 1 hectare quand même à gérer, vous voyez. Donc le cèdre, qui a beaucoup poussé, l'allée des Tilleuls, qui date de l'époque de Zola, le petit jardin d'origine. Et là, c'était le potager. Au-delà, là, il y avait un petit bois. Ça, c'était le potager, le verger, la serre. Et là, la ferme. Alors là, évidemment, on a beaucoup de projets, naturellement. Dans le pigeonnier, il y avait la basse-cour, le pavillon des jardiniers. Alors, Madame Zola. Donc Alexandrine Zola. Alexandrine. Oui. Et là... Alors là, Zola et les animaux, donc on parlait tout à l'heure. Alors il y avait un chenil, voilà, qui n'a pas été fait un petit chenil, mais qui n'est pas sur la maquette. Sur la maquette, voilà. Alors Madame Zola très élégante, qui caresse un de ses chiens, et puis Zola couché sur l'herbe sur l'île du Platet. Parce qu'on ne se vautrait pas sur l'herbe chez Zola dans les pelouses. Non, pas du tout. Il ne voulait pas ? Non, mais c'était le jardin. Et vous voyez, on était plutôt... vous voyez, les tables et les chaises étaient dans l'allée des Tilleuls, où on a pris le café tout à l'heure. Voilà. Donc là, on est sur l'île du Platet avec son petit fameux chien Pimpin qui s'est laissé mourir de chagrin lors de l'exil de son maître à Londres. Dirigeons-nous maintenant vers la salle de billard. C'est une pièce étonnante, très grande, percée avec des fenêtres à vitraux, aménagée et décorée de meubles et d'objets hétéroclites à profusion. On en prend plein les yeux. Alors voilà, là, cette salle de billard absolument magnifique. Ça, c'est salon et salle de billard ? Oui, salle de billard. Salle de billard. Voilà, c'est un salon en fait. Alors, quand on entre dans cette pièce, on a l'impression d'être dans une salle de château. C'est vrai. Alors, quand je dis château démocratique, parce que Zola était un républicain convaincu, mais simplement, quand il était jeune, il a baigné dans le Moyen-Âge. Il adorait le Moyen-Âge. Quand il avait 15 ans, il rêvait de cela. Alors, c'est ainsi qu'il a reconstitué cette pièce avec le plafond, qui est une copie d'un plafond du château Beauregard à côté de Tours. Alors, il y a des armoiries
des lieux de naissance de sa famille. Par exemple, Pierre Lélion est né de la place Saint-Marc à Venise, où son père est né. Il y a Corfou, sa grand-mère paternelle est née à Corfou. Dourdan, sa mère, lui-même, Paris, où il est né. Vous voyez, bon, toutes ces empreintes un peu moyenâgeuses, avec cette panoplie d'armes anciennes. Bon, c'est toujours curieux de voir ça chez Zola, parce que Zola était un pacifiste. Mais bon, simplement, ça fait partie du concept d'une grande cheminée aussi. Alors, une panoplie d'instruments de musique qui est beaucoup plus conforme à notre Zola artiste. Zola, quand il était jeune, il jouait de la clarinette avec son Provence. Ah oui. Oui, il jouait de la clarinette. C'est un artiste, Zola. Vous savez, il voulait être peintre. Et Cézanne, il voulait être écrivain. Hein. Ah, il voulait être peintre. Oui. Je ne savais pas. D'ailleurs, dans ses dossiers préparatoires, comme peinture, il y a beaucoup de dessins. Vous savez, il dessinait. Zola était un artiste. Vous savez, quand vous êtes artiste, vous êtes musicien, vous êtes écrivain, vous êtes, pourquoi pas sculpteur, parce qu'il n'en a pas eu l'occasion, mais c'est l'esprit artiste. Et il jouait de l'harmonium aussi. Et parmi ses amis, il avait Alfred Bruno. Alors, ces vitraux sont absolument splendides. Là, vous bénéficiez ce matin d'un immense soleil qui projette toutes ces couleurs sur la mosaïque. Alors là, ça, c'est l'œuvre d'Henri Babonneau. Ces vitraux annoncent l'art nouveau, l'art symbolique, et c'est Zola lui-même qui a demandé à son maître verrier certains petits éléments. Vous voyez, par exemple, il voulait un perroquet, il voulait des papillons, il voulait des libellules, en fait, parce que Zola était très proche de la nature. Et en fait, il fait entrer la nature dans son salon. Ce salon devient comme un jardin d'hiver, voyez-vous. Et c'est absolument magnifique que Zola a défendu le vivant, et c'était un écologiste avant l'heure. C'était un visionnaire. Ce palmier, alors on a reconstitué d'après la photographie. Alors ça, ce palmier est un vrai palmier. Il a subi un traitement pour être conservé, mais il ne date pas de l'époque de Zola, naturellement. Alors vous voyez, bon, il baigne dans cette espèce de nature, dans ce salon. Zola en a fait son paradis originel. Voilà, cette espèce de paradis, de rêve, parce que chaque pièce a sa fonction. Ici, on est dans le rêve. Vous voyez le côté poète de Zola, en fait. Hein, alors, avec une mosaïque. Hein. Alors, bon, comme Zola travaillait beaucoup, il gagnait beaucoup d'argent, eh bien, il faisait appel aux plus grands fournisseurs. Alors, ce fournisseur, c'était un mosaïste qui s'appelait Facchina, qui a fait de la mosaïque à l'Opéra Garnier, au Louvre, au Trocadéro. Donc, on faisait appel. Et vous voyez l'initiale EZ. Alors, oui. Et avec la salamandre. Alors, la salamandre, c'est... François Ier ? Oui, François Ier. Alors, ce qui est très amusant, d'ailleurs, parce que vous voyez là, cette salamandre avec les initiales EZ. Et vous savez, à Chambord, c'était le château de François Ier. Et bien, au plafond, dans les caissons, il y a une salamandre avec un grand F. Et Zola, alors est-ce que c'est une relation? J'en sais rien. Hein. Parce que vous savez, on peut tout inventer. Oui. Hein. Mais ça n'empêche que Zola, chez lui, il met une salamandre avec ses initiales Z. Alors, c'est étonnant quand même. Il est étonnant, ce Zola. Et oui, alors qu'il n'est pas du tout royaliste. Mais il détestait ça, au contraire, puisqu'il était républicain convaincu. Mais il a baigné tellement dans ce Moyen-Âge. Et à 15 ans, il rêvait de Moyen-Âge. Et alors, ce petit animal, bon, symbole de François Ier, et alors, ce petit animal avait aussi le pouvoir d'affronter le feu. Et il pouvait éteindre le feu. Alors, on le met devant la cheminée. D'accord. Alors, bon, François Ier, il l'a mis au plafond. Mais Zola, il a rajouté, vous voyez, par rapport à François Ier, c'est un peu plus logique. On le met devant la cheminée. Comme si cet animal allait, uniquement s'il y avait un feu, allait éteindre le feu, vous voyez. C'était un protecteur, ce petit animal au sang-froid. Alors, tous ces détails, c'est intéressant de voir ça chez Zola. Donc, la mosaïque et les vitraux, ce sont des éléments d'origine. Ah oui, des éléments d'origine. Oui. Alors, vous voyez, cette mosaïque, ça rappelle un Très peu beau, hein.
C'est japonisant, vous voyez, ces espèces Oui. de feuilles, de fleurs, ça rappelle un peu Ah, c'était un petit peu la mode à l'époque. Oui, hein. oui, et puis alors vous allez à l'Opéra Garnier, aussi au Jardin du Palais Royal, aussi, autour du Jardin du Palais Royal, on voit, je suis allée il n'y a pas longtemps, et dans la Galerie Vivienne aussi, il y a écrit Fakina. Zola faisait appel aux plus grands fournisseurs parce qu'il avait beaucoup d'argent. Alors là, on a reconstitué, nous, d'après les photographies, vous voyez ce vase. Alors, Zola, il faisait les brocantes, ça les amusait. Alors, c'était comme maintenant les vides-greniers, vous voyez, en fait, il faisait ça. Alors, il achetait, pas en fonction des qualités, si vous voulez, c'était plutôt du côté curieux, d'ouverture, de l'universalisme. Ça, c'est un vase japonais. Qui datait de 1878, au moment de l'exposition universelle. Voyez-vous. Donc là, c'est un original non, aussi. c'est pas un original. Ah, non. Mais non. c'est une reconstitution. Oui, d'accord. Mais ça n'empêche que faut imaginer, voyez, voyez l'ouverture d'esprit de Zola, le côté universel, le côté curieux. Voilà. Donc, et là, regardez, un moine. Alors, c'est marrant de voir ça chez Zola, parce que Zola n'était pas du tout religieux. Bah oui. Il était athée, mais c'est son ouverture d'esprit. Alors, son ouverture d'esprit, moi, je tolère un moine, mais bon, un moine tolérant, pas un moine intégriste. Vous voyez, surtout pas de moine intégriste. Mais bon, pourquoi pas? Comme là, vous voyez des statuettes religieuses, vous voyez, des choses comme ça. Et cette espèce d'ouverture d'esprit, pourquoi pas? Voilà, cette espèce de générosité. Voilà, ça, c'est un caractère intéressant de Zola, mais contrairement, alors bon, les Goncourt se moquaient de tout ça, un peu de son mauvais goût. Mais c'était le goût de l'époque. Voilà. Aller chez Hugo à Guernesey, c'est la même chose. C'était le goût d'époque aussi. Et beaucoup d'objets, c'est ça aussi. Mais oui, non, mais profusion d'objets. Vous savez, maintenant, il y a des dans l'art moderne, parfois, il y a des trucs, vous savez, moi, dans mon temps, en 1970, vous voyez, il y avait du formica. Oui. Bon, c'était moche comme tout. Et ça revient. Oui, c'est moche. Et moi, je préfère ça en marqueterie. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Alors ça, c'est un buffet qui a appartenu à Zola, qui est en marqueterie hollandaise. C'est quand même plus beau que des meubles en formica ou des meubles que vous trouvez chez Ikea. Oui, enfin bon. Non, mais je veux dire que c'est beau, la table est d'époque, parce que quand Madame de Zola a donné la maison à l'assistance publique, elle a également donné du mobilier. Vous voyez. Donc il y a alors, elle a donné ce buste qui représente Zola en 1906, après sa mort. Voilà. Vous l'avez retrouvé, le buste. Oui, alors ça, c'est Madame Zola qui l'a donné. Quand elle a donné la maison à l'assistance publique, elle a donné un certain nombre de meubles qui étaient rassemblés dans la salle à manger. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, ce buste, c'est mon père qui l'a donné. C'est un buste de Zola fait par Solari en 1885. Comment ne pas penser que cette boulimie soit une revanche de Zola sur son passé? Émile est un grand dépensier. Il achète dans les brocantes, les marchés aux puces, chez les antiquaires. À sa mort, Madame Zola doit vendre 200 objets. Les droits d'auteur ne suffisent pas à faire face aux frais. La maison sera donnée à l'assistance publique en 1906, puis récupérée par les héritiers dans les années 80. En 2021, après 10 ans de travaux, la maison Zola, musée Dreyfus, ouvre au public pour notre plus grand bonheur, car comme le dit Martine Leblond-Zola, quel merveilleux voyage dans le temps. Dans le prochain épisode, on poursuit la visite de la maison. À bientôt! Vous êtes encore là? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci.